Les aires protégées représentent plus de 15% du surface terrestre et génèrent des avantages importants à l'échelle mondiale, nationale et locale en conservant la biodiversité et en assurant les maintiens des services écosystémiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette tranche écologique qui regroupe des émissions environnementales, à savoir Objectif Vert, présenté par moi-même. Cette émission, cette tranche, j'allais dire, sera également animée par Ruben Mayoni pour le compte des RDC Environnement. Elle sera également animée par Freddy Kabengele pour le compte de Monde Vert. Une fois de plus, bonjour. Cette tranche écologique va s'apaisantir sur la thématique droit des communautés vivant autour de parcs nationaux de la RDC, cas du parc de la Salonga. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui pour vous Maître Félix Lilakako Malikuka. Il est président du conseil d'administration de l'ONG Juriste pour l'environnement au Congo, JUREC. Maître, bonjour. Bonjour madame. Merci en tout cas d'accepter notre invitation. Je vous en prie. D'entrée des jeux, plusieurs études en tout cas ont démontré que l'autonomisation des populations riveraines aux parcs ou aux aires protégées en général est un partage plus équitable et accroîtrait les chances d'améliorer l'efficacité des mesures de conservation de la nature. Mais que comprendre justement de l'équité dans la conservation des aires protégées? Oui, merci beaucoup madame. Je pense que la problématique de la gestion des aires protégées est à prendre dans sa complexité. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'État se décide de bien gérer les aires protégées, il ne doit pas le faire seul. Il doit nécessairement et même de manière assez obligatoire impliquer les communautés locales qui vivent tout autour. Et si vous revenez dans l'histoire, la problématique de la création déjà des aires protégées a eu deux perceptions au niveau de communautés. Il y a certaines qui pensaient à l'époque que c'était pratiquement un mécanisme pour les exproprier de leurs terres, parce qu'en fait, les communautés locales et les peuples autochtones sont des véritables protecteurs de différentes forêts. Alors que les autres prenaient en cela un processus mis en place par l'État, ainsi de suite. C'est comme ça que dans l'histoire du droit international, la création des aires protégées a connu une certaine évolution, de telle sorte qu'à nos jours, l'on ne peut pas concevoir qu'une aire protégée soit créée sans l'implication des communautés locales et peuples autochtones qui sont des véritables, des meilleurs protecteurs de ces forêts. Parce qu'en fait, il ne faut pas que l'on oublie que les aires protégées sont des natures des forêts. Et les forêts sont conservées de manière assez naturelle par les communautés locales et peuples autochtones. Et donc, pour arriver à prendre une décision de classement d'une aire protégée, l'État a l'obligation de consulter, d'impliquer et même de travailler ensemble avec ces communautés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les différents mécanismes internationaux et nationaux ont mis en place des règles, en commençant par le sommet de la Terre qui a mis sur pied la Convention sur la diversité biologique, jusqu'à arriver aujourd'hui à la loi relative à la conservation. Il y a toute une série de textes, un arsenal juridique qui enjoint aux États de particulièrement consulter et impliquer les communautés locales et les peuples autochtones dans le processus de création des aires protégées. C'est là notamment pour assurer qu'effectivement la gestion optimale voulue de l'aire protégée ne soit pas frappée d'entorse et que les communautés locales et les peuples autochtones soient totalement impliqués. Et pour surabonder, cela nécessite en fait que des mécanismes soient mis en place pour que la participation de ces communautés locales des peuples autochtones ne soit pas quelque chose de formel, mais qu'elle soit effectivement et soit vraiment réelle au niveau du processus de création des aires protégées. Alors justement, on regarde justement des traités internationaux ou encore de lois faites en RDC par rapport à la conservation de la nature. Quel est l'état des lieux de la conservation aujourd'hui? Il y a plusieurs questions actuellement. On parle de conflits, populations riveraines aux aires protégées, mais également, on parle également de délimitations de frontières des parcs nationaux qui ont déjà été établis depuis la création. Mais quel est, on va dire, l'état de la conservation en RDC? Oui, répondre à la question de l'état de la conservation, c'est beaucoup plus globalisant, mais je pense que ce que vous présentez comme problème va plutôt en lien avec la reconnaissance des droits de communautés locales dans la gestion d'une aire protégée telle que prévue par la loi. Alors le constat aujourd'hui est que si vous remontez dans l'histoire,
les processus de création des aires protégées, comme nous l'avons dit, n'avaient pas à l'époque respecté toutes les exigences telles que voulues par les textes juridiques internationaux et nationaux. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, les communautés déclarent qu'elles se réveillent un bon matin et que on leur disait qu'effectivement, à partir d'aujourd'hui, il y a eu un décret qui a été pris, un texte qui a été pris par l'autorité au plus haut niveau, que telle superficie devient aujourd'hui une aire protégée et de surcroît, vous n'avez pas droit d'y accès. Alors que nous savons que les communautés locales vivent et dépendent de toutes ces forêts. Il aurait fallu qu'avant d'en arriver là, de consulter les communautés, de faire un travail préalable, tel que prévu par les textes aujourd'hui, de mener des enquêtes de vacances des terres, de mener des études d'impact environnemental et social pour voir si la création d'une aire protégée aurait quel impact et sur l'environnement, mais aussi sur les communautés. Cela n'était pas fait à l'époque et c'est ce qui aujourd'hui est à la base de plusieurs problèmes, notamment le problème de délimitation. Effectivement, la nouvelle loi relative à la conservation a résolu cela en énonçant qu'il devait y avoir un décret du Premier ministre qui actualiserait les limites de toutes les aires protégées. Parce qu'en fait, l'on vous dirait quelque part que les communautés locales savent, par exemple des origines, que les parcs s'arrêteraient à XY niveau, mais que de manière assez surprenante, qu'elles apprennent que non, les conservateurs ou les agents des parcs leur disent que non, vous êtes déjà dans le parc. Alors qu'il y a des activités qui devaient être menées naturellement, comme la pêche, comme la petite chasse, ainsi de suite. Les zones tampons. Notamment dans les zones tampons. Alors, ça aussi, c'est un autre problème, parce que les zones tampons, en tant que telles, devaient être érigées par la loi. Et aujourd'hui, la loi relative à la conservation a créé des zones tampons. Mais pour en arriver là, il y a tout un processus. Il faudrait sensibiliser les communautés qu'elles comprennent les limites effectives des parcs, mais aussi les limites des endroits considérés comme des zones tampons. Et donc, cela se dégage par le fait que la non-connaissance, la non-maîtrise de toutes ces limites-là constitue déjà un facteur qui dérange les peuples autochtones, qui dérange les communautés locales. Alors que, si vous lisez, vous parcourez les cadres juridiques internationaux, par exemple la Convention sur la biodiversité, qui a été adoptée en 1992, il est clairement reconnu aux communautés locales, les peuples autochtones, un certain droit sur les ressources biologiques et sur la conservation. Et pour surabonder, il y a eu dans l'une des conférences des parties, je crois en 2004 à Kuala Lumpur, où il a été décidé par toutes les parties prenantes et cette mesure a été considérée comme étant une mesure contraignante, faisant de sorte que l'État était obligé d'impliquer les peuples autochtones et les communautés locales dans tout le processus de création et même de gestion de leurs protégés. C'est ça la dynamique qui se développe aujourd'hui et qui veut que lorsque les communautés locales sont impliquées, les peuples autochtones sont impliqués dans le processus de création et de gestion, tout ce qu'il y a comme conflit, tout ce qu'il y a comme pression même sur leurs protégés est de nature à diminuer et à disparaître progressivement. Alors justement, on regarde justement des traités internationaux ou encore de lois en RDC par rapport à la conservation de la nature. Quel est l'état des lieux de la conservation aujourd'hui? Il y a plusieurs questions actuellement. On parle de conflits, population riveraine aux aires protégées, mais également, on parle également de délimitations de frontières des parcs nationaux qui ont déjà été établis depuis la création. Mais quel est, on va dire, l'état de la conservation en RDC? Oui, répondre à la question de l'état de la conservation, c'est beaucoup plus globalisant, mais je pense que ce que vous présentez comme problème va plutôt en lien avec la reconnaissance de droits de communautés locales dans la gestion d'une aire protégée telle que prévue par la loi. Alors, le constat aujourd'hui est que si vous remontez dans l'histoire, les processus de création des aires protégées, comme nous l'avons dit, n'avaient pas à l'époque respecté toutes les exigences telles que voulues par les textes juridiques internationaux et nationaux. Ce qui veut dire qu'à un certain moment, les communautés déclarent qu'elles se réveillent un bon matin et que on leur disait qu'effectivement, à partir d'aujourd'hui, il y a eu un décret qui a été pris, un texte qui a été pris par l'autorité au plus haut niveau, que telle superficie devient aujourd'hui une aire protégée et de surcroît, vous n'avez pas droit d'y accès. Alors que nous savons que les communautés locales vivent et dépendent de toutes ces forêts. Il aurait fallu qu'avant d'en arriver là, de consulter les communautés, de faire un travail préalable, tel que prévu par les textes aujourd'hui, de mener des enquêtes de vacances des terres, de mener des études d'impact environnemental et social pour voir si la création d'une aire protégée aurait quel impact et sur l'environnement, mais aussi sur les communautés. Cela n'était pas fait à l'époque et c'est ce qui aujourd'hui
est à la base de plusieurs problèmes, notamment le problème de délimitation. Effectivement, la nouvelle loi relative à la conservation a résolu cela en énonçant qu'il devait y avoir un décret du Premier ministre qui actualiserait les limites de toutes les aires protégées. Parce qu'en fait, l'on vous dirait quelque part que les communautés locales savent, par exemple des origines, que les parcs s'arrêteraient à XY niveau, mais que de manière assez surprenante, qu'elles apprennent que non, les conservateurs ou les agents des parcs leur disent que non, vous êtes déjà dans le parc. Alors qu'il y a des activités qui devaient être menées naturellement, comme la pêche, comme la petite chasse, ainsi de suite. Les zones tampons. Notamment dans les zones tampons. Alors, ça aussi, c'est un autre problème, parce que les zones tampons, en tant que telles, devaient être érigées par la loi. Et aujourd'hui, la loi relative à la conservation a créé des zones tampons. Mais pour en arriver là, il y a tout un processus. Il faudrait sensibiliser les communautés qu'elles comprennent les limites effectives des parcs, mais aussi les limites des endroits considérés comme des zones tampons. Et donc, cela se dégage par le fait que la non-connaissance, la non-maîtrise de toutes ces limites-là constitue déjà un facteur qui dérange les peuples autochtones, qui dérange les communautés locales. Alors que, si vous lisez, vous parcourez les cadres juridiques internationaux, par exemple la Convention sur la biodiversité, qui a été adoptée en 1992, il est clairement reconnu aux communautés locales, les peuples autochtones, un certain droit sur les ressources biologiques et sur la conservation. Et pour surabonder, il y a eu dans l'une des conférences des parties, je crois en 2004 à Kuala Lumpur, où il a été décidé par toutes les parties prenantes, et cette mesure a été considérée comme étant une mesure contraignante, faisant de sorte que l'État était obligé d'impliquer les peuples autochtones et les communautés locales dans tout le processus de création et même de gestion de leurs protégés. C'est ça la dynamique qui se développe aujourd'hui et qui veut que lorsque les communautés locales sont impliquées, les peuples autochtones sont impliqués dans le processus de création et de gestion, tout ce qu'il y a comme conflit, tout ce qu'il y a comme pression même sur leurs protégés est de nature à diminuer et à disparaître progressivement. Voilà, Maître Félix, nous avons entendu toutes les précisions que vous avez données par rapport à la gestion, mais les lois et les textes réglementaires dans le secteur des aires protégées parlent bien sûr de la gestion participative des aires protégées. Est-ce que d'abord cette gestion est effective en République démocratique du Congo? Oui, quand vous avez parlé de la loi, il faut rappeler que c'est après plusieurs décennies que la RDC s'est dotée d'une loi beaucoup plus spécifique en matière de la conservation. C'est depuis février 2014. Et cette loi a donné des grandes orientations qui gouvernent la conservation de la biodiversité et même des ressources génétiques. Et donc la loi prévoit notamment des mécanismes d'implication de communautés dans le processus de gestion. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que selon la loi, il y a un organisme à qui est confié le travail de la gestion des aires protégées et qui aujourd'hui est l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Et comme je l'ai dit au départ, ce que la gouvernance des aires protégées aujourd'hui a connu une certaine dynamique, une certaine évolution, de telle sorte que l'ICCN seul ne peut pas gérer les aires protégées, mais elle est appelée à impliquer les différentes parties prenantes, notamment les communautés locales, mais aussi faire recours à certains partenaires techniques et financiers. C'est comme ça que vous verrez que dans le cadre de ces activités, l'ICCN a toujours des contrats de collaboration ou même de gestion, de co-gestion avec certains organismes qui appuient la conservation, comme VVF, Adover, DOVC, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, cela a connu une certaine avancée significative, de telle sorte que dans plusieurs aires protégées, dans plusieurs parcs nationaux notamment, il y a ce qu'on appelle des unités de gestion de parcs qui, dans le cadre de leur opérationnalité, fait appel aux différentes parties prenantes, de telle sorte qu'aujourd'hui, l'ICCN ne prend pas de grandes décisions sans consulter en fait les différentes parties prenantes, notamment les communautés locales. Et nous pensons que c'est une très grande opportunité pour assurer que les communautés locales et les peuples autochtones qui vivent tout autour des aires protégées soient consultés et qu'elles émettent en fait leur point de vue dans ce processus de gestion de l'aire protégée. Alors nous avons appris dernièrement que le parc national de la Salonga, qui était sur la liste, disons le rouge, a été retiré. Est-ce que ça peut permettre à ce que la gestion soit de plus en plus orthodoxe et la participation également des communautés pour que ces dernières puissent tirer le maximum des droits de cette aire protégée?
Oui, c'est une très grande, une très bonne décision qui a été prise au niveau de l'UNESCO et bien accueillie au niveau de la RDC, notamment même des acteurs qui travaillent dans le secteur de la conservation. Et je dirais même que la sortie du Parc national de Salonga, de cette liste rouge, et le couronnement en fait d'un travail qui est en train d'être mené au niveau de l'agence des parcs, au niveau de l'ICSN, mais aussi présente beaucoup de défis pour la conservation en RDC, surtout pour ces parcs assez importants. Parmi les défis, c'est notamment d'assurer que la gestion des parcs respecte les cadres juridiques et réglementaires prévus pour la gestion des aires protégées, mais aussi que la gestion du parc prenne en considération les desiderata des communautés locales qui vivent tout autour, notamment à travers le respect des droits humains, à travers la lutte anti-braconnage, ainsi de suite. Et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait et c'est ce qui justifie qu'au-delà du travail fait par l'unité de gestion de parc, il y a notamment des ONG, comme l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo, qui a été identifiée pour travailler avec les communautés qui vivent tout autour de ces parcs-là, pour les aider à comprendre leurs droits, mais aussi leurs obligations, et pourquoi pas faciliter en fait le mécanisme qui leur permettent de venir présenter tout ce qu'ils ont comme plaintes, doléances liées à la gestion des aires protégées. Justement, en parlant de mécanisme de gestion des plaintes, l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, vient d'avoir un nouveau DG, on va le dire comme ça. Il a promis dans son mandat, on va dire ça comme ça aussi, qu'il allait mettre sur pied les mécanismes de gestion des plaintes sera accentué. Salonga, comme on parle de Salonga, a été longtemps sujet de dénonciations des violations des droits de l'homme. Qu'en est-il aujourd'hui, après la venue de ce nouveau DG et par rapport au travail qui fait Jurek dans ce parc de la RDC? Oui, c'est une très bonne question et je crois que la matière est très d'actualité. Faut relever que la problématique des droits humains est d'abord une problématique universelle où les États se sont retrouvés, ils ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et plus tard même, il y a eu une déclaration en 2007, déclaration sur le droit des peuples autochtones, ainsi de suite. Cela dénote à suffisance l'intérêt que les États ont à préserver le droit inhérent à la personne humaine dans tous les secteurs de la vie nationale. Et donc cela n'exclut pas le respect, la reconnaissance de ce droit-là dans la gestion des aires protégées. Pourquoi donc pour la petite histoire, il y a eu effectivement autour du parc national de Salonga des allégations, des plaintes, des dénonciations, des cas de violation de droits inhérents, aux communautés locales et peuples autochtones qui y vivent. C'est surtout les peuples autochtones qui ont été indexés dans la mesure où la vie autour du parc entre ces communautés et peuples autochtones et les agents commis à la gestion et à la surveillance du parc étaient un peu dénaturés. Et donc, face à toutes ces allégations-là, je crois que le gouvernement a mis en place des mécanismes beaucoup plus appropriés. Vous verrez par exemple au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, il est créé une cellule de droits de l'homme, une cellule de droits humains que nous, en tant qu'organisation spécialisée sur des questions de droits humains dans la conservation, nous avons beaucoup salué. Et cette cellule-là travaille en synergie avec des ONG, avec les parties prenantes. Et la cellule a été mise en place justement pour assurer le suivi de tous ces cas qui ont été dénoncés, ainsi de suite. Et de manière assez parallèle, il y a un travail qui devait être fait avec les communautés de manière beaucoup plus rapprochée. Et le travail devait aussi être fait avec les éco-gars, les agents des parcs. C'est comme ça que pour le cas du parc national de Salonga, par exemple, il y a eu un mécanisme de lutte anti-braconnage qui a été mis en place où une organisation indépendante travaille avec les agents des parcs, les éco-gardes, sur des questions de droits humains pour leur expliquer quels sont les droits qui sont inhérents à la personne humaine, quels sont leurs droits en tant qu'agents des parcs, mais aussi les droits de communauté et quelles sont les obligations, ainsi de suite. Et pour ce qui est des communautés au cas des peuples autochtones, qui continuaient à être ciblés par cette problématique, il a été mis en place un mécanisme de gestion des plaintes et des recours des communautés. C'est sur cet angle-là que je est en train de travailler avec les communautés. En quoi consiste le mécanisme? Un peu différemment d'autres mécanismes qui sont mis en place pour le suivi de la mise en œuvre d'un certain projet,
Le mécanisme de gestion des plaintes et recours qui est mis en place dans le parc national de Salonga, qui est implémenté par l'ONG Jurek, c'est un mécanisme indépendant qui n'est pas lié à l'action gouvernementale, qui n'est pas non plus lié à l'action d'un partenaire quelconque. Jurek, en tant qu'ONG indépendante, travaille avec les communautés sur plusieurs volets. Le premier travail consiste en fait à mener des enquêtes sur tout ce qu'il y a eu comme cas dénoncés, ainsi de suite, mais aussi à mener des enquêtes sur la perception des communautés, sur leurs droits et sur leurs obligations. Parce qu'en fait, il est tout autant vrai que pour défendre un droit, il faudrait d'abord le connaître. Et dans notre approche de travail, l'équipe sur terrain descend au niveau de communauté, mène des entrevues et des échanges avec les communautés pour savoir quelle est la perception que les peuples autochtones et les communautés ont de leurs droits et de leurs obligations, mais aussi la perception du parc. Parce qu'en fait, l'avènement du parc n'est pas tombé du hasard. C'est une exigence qui a été prévue par la loi et tout le monde est appelé à respecter la loi. Alors notre travail, c'est d'accompagner les communautés à comprendre d'abord leurs droits et leurs obligations, mais aussi à comprendre les droits et les obligations des agents de parc, ainsi de suite. C'est comme ça que nous organisons des forats, des sensibilisations de manière plus rapprochée et des renforcements des capacités avec les communautés. Nous leur expliquons la portée, les cadres juridiques de la conservation des forêts, ainsi de suite, mais en extirpant et en affichant de manière particulière les aspects qui touchent vraiment aux communautés locales. C'est des séances que nous menons au niveau de villages, au niveau de groupements, au niveau de secteurs, ainsi de suite, et nous assurons que ces séances-là soient accompagnées par la présence des autorités politico-administratives locales, pour que cela ne soit pas l'œuvre seule des communautés, mais que celle de ces autorités qui ont le travail de superviser, de suivre l'ordre public en soient informées. Et après cette sensibilisation, nous donnons aussi de l'information aux communautés sur le projet qui vise effectivement à les accompagner dans le respect de leurs droits. Le projet qui a mis en place qu'on qualifie de mécanisme de gestion des plaintes. Nous leur expliquons qu'effectivement, en tant que communauté, vous avez des droits, vous avez des obligations, et au cas où certaines de vos obligations seraient violées par notamment les agents commis à la garde des parcs, vous avez la latitude de dénoncer. Et donc, ce travail-là s'est fait au niveau terrain. Et au niveau des villages, nous implantons ce que nous appelons des centres de droits humains, à travers lesquels nous aidons les communautés elles-mêmes, après avoir été sensibilisées, à s'identifier auprès d'elles et à choisir ce qu'on qualifie de moniteurs communautaires. Ce sont des moniteurs communautaires-là qui continueront le travail de sensibilisation et qui vont faciliter à gérer le travail de réceptionner les plaintes. Oui, maître, donc je reviens encore sur la participation de la communauté, parce qu'il se pose aussi un problème aussi entre communautés. Ça aussi, c'est notre problème, parce qu'il y a d'autres communautés qui se plaignent que nous, lorsqu'il y a des dons ou peut-être il y a des activités, il y a quel seul qui bénéficie. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de plaintes par rapport aux communautés? Oui, en fait, comme je le disais, la dynamique communautaire a plusieurs éléments à prendre en considération. Il y a des éléments qui sont liés spécifiquement aux aspects environnementaux et sociaux, mais il y a d'autres qui sont liés aux aspects politiques, aux aspects techniques, aux aspects économiques, ainsi de suite. Nous, dans notre approche du travail, nous travaillons dans une zone où il y a plusieurs acteurs qui interviennent, il y a plusieurs ONG, il y a plusieurs parties prenantes. Mais nous sommes focalisés dans le travail qui est nôtre. Le travail de sensibilisation de communautés sur leurs droits et obligations liés notamment à la conservation et le travail de mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes. Et c'est à travers ces plaintes-là que nous recevons plusieurs formes de plaintes des communautés. Le travail que nous faisons, c'est que, comme vous le savez, en droit, le principe est que l'accès à la justice est accordé et permis à tout le monde, mais il est aussi gratuit. Nous réceptionnons en tant que structure qui facilite le processus, nous réceptionnons toutes les communautés qui viennent, nous les écoutons et après nous analysons leurs doléances. Celles des doléances qui ne concordent pas avec l'objet de notre intervention, nous faisons appel aux communautés, nous leur disons clairement, ça c'est un problème qui est lié aux aspects économiques, aux politiques, ainsi de suite, nous leur donnons des conseils pour qu'ils suivent. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup plus, c'est des cas de droits humains liés à la gestion du parc. Et là, lorsque nous travaillons avec les communautés, nous recevons leurs plaintes, nous les analysons. Nous ne nous substituons pas aux causes des tribunaux,
mais nous sommes plutôt un peu comme un bureau de consultation gratuite qui reçoit des plaintes, qui les analyse et qui donne des conseils aux communautés. Ce qui fait que lorsque nous recevons des plaintes, nous nous retirons dans notre sein pour les analyser. Après analyse, nous levons des options. S'il s'agit de plaintes qui ne sont pas fondées, nous invitons les plaignants, nous leur expliquons ce qu'il faudrait faire, ainsi de suite. Si des plaintes touchent effectivement la gestion de l'aire protégée, nous prenons ces plaintes-là en toute confidence sur l'identité. Nous échangeons avec les agents de parc. C'est ça, en fait, la gestion communautaire aussi, la gestion participative. Nous échangeons avec les responsables de l'aire protégée pour présenter la situation afin qu'elles prennent des dispositions. Et le processus de gestion des plaintes qui a été mis en place a pour finalité d'abord de rétablir ce climat de paix qui devait régner entre, d'une part, les communautés locales et les autochtones, de l'autre côté, les agents commis à la gestion des parcs. C'est seulement après ce processus de médiation, de conciliation, lorsque nous constatons qu'il n'y a pas un modus vivendi qui est trouvé entre les deux, que nous conseillons les communautés, que nous les accompagnons vers les voies les plus élevées, notamment les voies des cours et tribunaux, pour voir comment est-ce que les plaintes devaient être traitées. Il y a eu quand même évolution. Aujourd'hui, dans votre travail, ou peut-être que si vous avez remarqué, est-ce qu'il y a aujourd'hui évolution? Quelles sont les contraintes par rapport à ces parcs? Bien qu'ils n'ont retiré de la liste noire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut côté ces parcs ou peut-être parler aussi des contraintes? Alors, les contraintes dans la mise en œuvre d'un tel processus ne peuvent pas manquer, mais ce qui est évident, c'est que aujourd'hui, le travail qui s'est fait ensemble avec les communautés, ensemble avec les autorités locales, mais aussi avec les gestionnaires de parcs. Parce que l'ambition d'un tel mécanisme, c'est de ne pas crucifier l'une des parties, mais d'assurer qu'effectivement l'information passe, que toutes les parties prenantes comprennent leurs droits et leurs obligations et que celles qui s'estiment être lésées viennent les rapporter pour trouver des solutions. Et l'autre paire de manches, c'est une avancée significative avec la cellule des droits de l'homme. Parce qu'en fait, là, en tant qu'ONG spécialisée sur des questions de droits humains dans les aires protégées, nous avons la latitude de saisir directement l'ICCN à travers la cellule des droits de l'homme pour discuter avec cette cellule sur toutes les questions et obtenir aussi leurs recommandations, ainsi de suite. Et l'autre particularité, c'est que dans le processus de sensibilisation, nous assurons toujours que l'information soit portée au niveau des autorités qui sont sur place. Parce que c'est des aspects qui touchent aussi à la fois à la sécurité, aux droits, ainsi de suite. Donc, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que le projet est encore au début, mais il y a un grand travail de sensibilisation qui s'est fait, qui continue à se faire sur le terrain. Il y a des plaintes qui sont en train d'être reçues, qui sont en train d'être analysées. Et progressivement, nous tendons vraiment vers la mise en place ou l'installation d'un climat de paix entre les communautés et les gestionnaires de parcs. Alors, maître, il y a l'aspect qui est lié à la conservation, plutôt à visage humain. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous faites, et ce que fait bien sûr l'ICCN parce que vous l'accompagnez, est-ce qu'on peut parler d'une conservation à visage humain pour que les droits des communautés locales soient réellement respectés et qu'elles aussi, les communautés, sachent qu'elles ont des obligations? Oui, en fait, comme je l'ai dit, le travail que nous faisons, c'est vraiment un travail très rapproché avec les communautés. Nous n'accompagnons pas directement l'ICCN, mais nous accompagnons les communautés. Parce que vous le savez, selon la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Mais nous qui connaissons la loi, nous avons le devoir de nous rapprocher d'autres communautés et de leur présenter les cadres juridiques. Le travail de sensibilisation des communautés n'a pas seulement pour particularité de leur démontrer quels sont leurs droits, mais nous leur démontrons aussi quelles sont leurs obligations. En connaissant leurs droits et leurs obligations, cela aura un certain impact sur le comportement de communauté et de surcroît sur tout ce qu'on a comme allégation. Parce que si hier, un membre de la communauté pensait que rentrer dans le parc était un droit qui lui a été reconnu, mais aujourd'hui, lorsque nous sensibilisons, ils sont arrivés à un certain niveau de comprendre qu'il y a quand même des règles de l'État qu'il faut respecter. Et donc, notre créneau, c'est d'assurer qu'effectivement, le travail de conservation ne se fasse pas seulement pour la conservation, mais que le travail de la conservation se fasse d'abord pour l'homme, que l'homme soit au centre même de ce travail. Et comme vous l'avez suivi lors du sommet des G20, lorsque le chef de l'État de la RDC a échangé avec le chef d'État américain,
parmi les points qui sont ressortis de ces discussions, c'est aussi le respect des droits humains. Et nous avons compris, avec le travail qui s'est fait avec l'organe dirigeant de l'ICCN aujourd'hui, que l'aspect des droits humains autour des aires protégées est au centre de la préoccupation. Et nous pensons que si un tel engagement pris au plus haut niveau du président de la République et relayé par la direction de l'ICCN, arriver à être décentralisé au niveau des aires protégées avec tous ces mécanismes indépendants de gestion des plaintes qui est en train d'être mis en place, nous pensons que vraiment à l'horizon 2030, lorsqu'on évaluera les ODD ainsi que les objectifs de l'AICHI, nous aurons des résultats palpables qui sous-tendent le fait que la gestion des aires protégées s'est faite de manière apaisée entre les communautés et les gestionnaires de parcs. Maître, nous avons entendu toutes les questions que vous avez apportées, mais il y a une question qui me taraude encore l'esprit. Vous travaillez plus proche des communautés, mais qu'en est-il de l'autre partie, des éco-gardes? Il va sans dire qu'il y a eu plusieurs accusations contre eux. On a parlé de la conservation policière. Est-ce que vous vous êtes rapproché des éco-gardes? Aujourd'hui, ils sont sous la direction du corps PPN, qui est une structure au sein même de l'ICCN. Est-ce que vous vous êtes rapproché de cette structure-là, j'allais dire, pour pouvoir prendre langue avec elle, pour pouvoir, on va dire, donner l'information nécessaire pour qu'eux aussi puissent entrer dans la dynamique, justement, de respect des droits de l'homme? Ok, ça c'est une très bonne question. L'ICCN, en tant que structure de l'État, a un statut particulier, dépend d'un ministère aussi particulier, et même d'autres sur certaines matières, notamment sur l'aspect de la sécurité dans les aires protégées, ainsi de suite. Et au sein de l'ICCN, comme je l'ai dit, la structure a mis en place une cellule de droits humains. Cette cellule-là a notamment pour mandat d'assurer que les éco-gardes soient effectivement en possession ou en connaissance de leurs droits et de leurs obligations. Que ces éco-gardes sachent quelles sont les limitations qui sont les leurs. Alors, dans le cadre du Parc national de Salonga, par exemple, il y a plusieurs outils qui ont été produits pour renforcer les capacités de cela. Et pour ce qui est du travail que nous faisons, de manière parallèle, nous sensibilisons à travers les communautés, mais également d'autres structures qui sensibilisent et qui forment effectivement les éco-gardes sur le droit de l'homme et les droits humains, ainsi de suite. Mais cela n'exclut pas que nous, en tant que structure qui travaillons directement avec les communautés, nous puissions interagir avec l'ICCN. C'est comme ça, dans le cadre de notre travail, lorsque nous avons lancé les projets, nous avons impliqué et la cellule droits humains de l'ICCN, mais aussi l'unité de gestion de parcs. Et deuxièmement, nous organisons de manière régulière des échanges avec l'unité de gestion de parcs pour évaluer en fait l'état d'avancement du respect des droits humains par les éco-gardes. De telle sorte que, par exemple, si nous avons quelques plaintes, comme je l'ai dit, nous allons voir les responsables du parc pour discuter avec eux, pour qu'à leur niveau, qu'ils soient déjà informés, bien que nous gardons l'anonymat des plaignants, nous leur présentons les faits pour qu'à leur niveau, qu'ils prennent des dispositions. En fait, pour dire que le mécanisme que nous mettons en place, le mécanisme de gestion de plaintes et recours, n'est pas un mécanisme qui consiste à créer une barrière entre les communautés et l'ICCN ou le parc. Mais c'est plutôt un mécanisme qui vise beaucoup plus la médiation, la conciliation, pour arriver à créer un climat de paix, l'ouverture en fait, de telle sorte que la gestion de l'aire protégée ne soit pas seulement l'œuvre de l'ICCN, mais que les communautés se sentent aussi impliquées. Parce qu'en fait, dans les zones où la gestion est optimale, vous le savez, dans plusieurs pays, les retombées, notamment de visites, ainsi de suite, touristiques, bénéficient également aux communautés. Donc, c'est ce travail-là que nous faisons, c'est un processus et nous croyons vraiment avec l'implication de l'ICCN, avec l'engagement des communautés qui veulent aller de l'avant et avec le travail que nous faisons, nous croyons vraiment qu'il y aura de bons retombées. Déjà, le processus est très prometteur. L'engagement de l'ICCN, le concours des communautés, ça va aller. Alors, droit des communautés vivant autour des parcs nationaux, cas du parc de la Salonga, c'est le thème qui a animé ce débat, cette tranche écologique qui se referme. Maître, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de l'ONG Juriste pour l'environnement au Congo, JUREC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cette tranche était co-animée par moi, Ferran Toumba, également par Ruben, à qui je dis merci, également Freddy Kabengele, merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons merci et à très prochainement.